Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 18 février 2022. Alors aujourd'hui, je vous raconte quelque chose. Vous voyez ce livre? Eh bien, je l'ai vendu. Et mes vidéos, en fait, ne sont pas des vidéos promotionnelles, c'est le moins qu'on peut se dire, car les livres que je vous propose, je ne les ai jamais dans ma librairie. Et pour la deuxième fois en une semaine, je vous propose un livre que j'ai vendu déjà. Alors, vous voyez, et comme ce livre-là a été vendu, eh bien, je vais vous en parler. Alors, avant de le remettre à son nouveau propriétaire, Yannick. Je ne sais pas si Yannick écoute mes vidéos, mais je sais en tout cas qu'il est un assidu de ma page Facebook, à la fois personnelle et professionnelle, où je propose quotidiennement une bonne trentaine de titres. Et c'est une manière virtuelle de vendre des livres, de manière très rapide aussi. Bon, c'est pas de ça dont je vais vous entretenir ce soir. Mais ce livre-là, donc, je l'ai vendu. Alors, avant de le remettre à son propriétaire, je vais en faire une vidéo. Je pense que ma manière de travailler bafoue toutes les règles du marketing. Je, en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce livre de... J'ai quand même des petites notes. D'Arthur Joseph Lapointe. Attendez, je vous le montre. Alors donc, c'est Souvenirs et impressions de ma vie de soldat, 1916-1919, le 22e bataillon, et avec la devise Je me souviens, qui deviendra plus tard la devise officielle du Québec, suite à l'élection du Parti québécois en 1976. Et ça a été publié à Saint-Ulrich, dans la région de Matane, en 1919. Et, petite caractéristique, il est autographié. Il n'y a pas de destinataire, avec les compliments de l'auteur. Lapointe, Princeville, Québec, le 12 avril 1930. Pour la petite histoire, Arthur Joseph Lapointe est le père de Jean Lapointe, le comédien, chanteur, humoriste et sénateur, oui. Donc. Et Jean Lapointe, je vais mettre pour mes amis européens, Jean Lapointe malgré ses convictions fédéralistes, et en fait même plus que fédéraliste, il est devenu sénateur, eh bien, a joué dans un film, a eu un rôle très important dans un film québécois majeur, Les Ordres de Michel Brault. Alors je ne sais si je vais pouvoir partager le film au complet en note en bas d'écran, mais assurément je vais vous proposer la bande-annonce. Alors oui, Arthur Joseph Lapointe est né le 13 février 1895, 13 février comme l'auteur là, Ardelais, hein, décidément. Et il est décédé le 5 janvier 1960. Né à Matane, il a été élu député du Parti libéral du Canada en 1935. Il a été réélu en 1940, mais en 1945, il ne s'est pas représenté. Alors, l'implication des Canadiens français lors de la Première Guerre mondiale a été pas très importante, pour toutes sortes de raisons. Mais je vais essayer de... Mais avant, là, j'ai vu dans mes notes que oui, on parlait de Canadiens français, d'ailleurs comme le titre l'indique, c'est les souvenirs d'un Canadien français, mais les Canadiens français ont cessé d'être des Canadiens français à un moment donné dans l'histoire. C'est lors des... Je vais faire une toute petite parenthèse là-dessus parce qu'il y aurait tant et tant à dire. Et sans doute, mon ami historien Pierre B. Berthelot, qui a consacré une étude
Voilà, on va laisser faire. Alors, qui a consacré un livre donc à Maurice Duplessis, un livre qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Alors, lui pourrait mieux vous parler de ce qu'ont été les États généraux du Canada français qui se sont tenus de 1966 à 1969. Et c'est là que on a décidé que nous n'étions plus un groupe d'intellectuels. C'est quand même incroyable quand on y repense. Un groupe d'intellectuels qui se réunissent pendant plusieurs années et qui ont voté des propositions, dont celle de ne plus s'appeler Canadien-Français, mais de devenir Québécois. Et évidemment, ça coïncidait avec la Révolution tranquille, la montée du nationalisme, la modernisation des infrastructures au Québec, mais très, très vite, ça a pris dans les esprits. Alors, presque instantanément, mais ça a aussi eu comme effet de marquer une rupture avec les autres francophones du Canada, qui, eux, de toute façon, se sont toujours méfiés des pouvoirs provinciaux, et pour cause. Quand on pense à l'Ontario, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, ou dans certains cas, dans le cas de l'Ontario, on a interdit l'enseignement du français dans les écoles. 1917, je pense. Et ma propre famille paternelle vient du nord de l'Ontario, et je dois ici vous confier qu'ils se sont pour la plupart assimilés. Et c'est assez... Et pourtant, il reste de fiers Canadiens français. Hein? A proud French Canadian. Et le patronyme, la langue, mais ils se parlent anglais entre eux. Pour moi, c'est une source de grande souffrance. Et j'ai toujours vu l'anglais comme presque une menace psychologique. Quand on voit les membres de sa famille ne plus s'exprimer dans la langue maternelle, et même avec les mariages, s'assimiler très, 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 très rapidement, à un point tel que ça a fait dire à l'écrivain québécois Yves Beauchemin que les Canadiens français hors Québec étaient comparables à un cadavre encore chaud. Alors donc, c'est lors de ces États généraux du Canada français qu'on a reconnu le droit à l'autodétermination du peuple québécois, l'intégrité de son territoire, la nécessité de franciser à grande échelle. Alors, vous allez pouvoir retrouver tout ça, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a deux petites choses qui ont attiré quand même mon attention. C'est que il a été question, entre autres, de la toponymie, de franciser la toponymie, mais en gardant des zones où les noms d'origine, c'est-à-dire les noms autochtones, seraient préservés. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve encore avec des villes importantes qui ont des noms, qui ont conservé leurs noms autochtones. Et autre point que suggéraient ces États généraux, c'était que la langue française soit enseignée aux peuples autochtones, mais également leur langue maternelle, selon la volonté des parents, qu'on crée des structures. Alors, faut garder ça à l'esprit, que déjà, les intellectuels, les penseurs des années 60 étaient parfaitement conscients de l'apport autochtone, de la nécessité, évidemment, de ce pays. C'est le leur à la base. Nous y sommes installés. Et nous n'avons pas fait que nous y installer. Hein. Et bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Alors, revenons-en à nos moutons. Alors donc, c'est le témoignage d'un combattant qui a été sur la ligne de feu, et un combattant qui était lieutenant. Alors, les passages que je vais vous lire, ils sont assez... bon, il n'a pas
la plume d'un Louis-Ferdinand Céline qui décrit dans le voyage au bout de la nuit euh, les, 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 les affres des soldats dans les tranchées sur le champ de bataille. Mais il y a des descriptions qui, croyez-moi, frappent l'imaginaire. Vous pourrez en juger. Alors donc, le désir des Canadiens français d'aller prêter main forte au, à l'Empire britannique, et tous les dominions britanniques ont été obligés de dépêcher des soldats, mais les Canadiens français n'avaient aucune envie de se battre. Ils n'avaient pas aucune envie de se battre pour la couronne britannique, et ils n'avaient guère envie de se battre également pour ce qu'on appelle encore aujourd'hui, chez de très rares nostalgiques, la mère patrie, c'est-à-dire la France. Ce qui faisait dire... cependant, l'élite, il faut dire, l'élite, elle était francophile. L'élite intellectuelle, l'élite libérale, l'élite bourgeoise, montréalaise surtout, a, a été passablement francophile. Francophile dans le sens de franco-francophile. Aujourd'hui, les liens avec la France, mais je reviendrai là-dessus une autre fois. Parce qu'il y a eu des déplacements, et de ce que j'ai pu observer dans les dernières années, je suis allé à plusieurs reprises, c'est que la classe moyenne française et la classe moyenne québécoise ont des liens de proximité et ont des intérêts communs. Céline Dion, Garou, la pétanque, le skidoo. Alors donc, ce sentiment-là aussi que les Canadiens français n'avaient pas vraiment envie d'aller tuer des Boches, des Allemands, ou d'aller mourir en Europe, eh ben, était fort répandu. Tant et si bien que Henri Bourassa, qui était un leader nationaliste, qui a été, comme vous le savez, le fondateur du journal Le Devoir, disait que les Français tentaient d'obtenir de nous, pour la France, des sacrifices que la France n'a jamais consentis pour défendre le Canada français. Et même le sentiment d'abandon que les Canadiens français ont ressenti tout au long de leur histoire a été également aggravé par ce qui, côté-ci de la vallée du Saint-Laurent, nous semblait une abomination, c'est-à-dire un peuple régicide, donc déicide. Et les Anglais avaient fait fort de nous rappeler que la mère, la mère patrie avait beaucoup, beaucoup de sang sur les mains. Et on peut ajouter aussi que l'instabilité politique qui régnait en France n'était pas de nature à rassurer le bon peuple qui vivait paisiblement sous l'égide et la protection de l'Église catholique. Et les Anglais nous rappelaient que nous avions bien de la chance de vivre avec eux sous leur règne fait de raison, fait de pondération, fait de pragmatisme. Nous, les Canadiens, parce que encore dans ce temps-là, nous étions des Canadiens. Alors on peut se demander euh, jusqu'où un peuple peut changer de nom au cours de son histoire sans que cela ne le perturbe pas. Ah ouais, mais si les Franco étaient peu nombreux à s'engager, les Anglos, eux, les anglophones, nés au Canada, qui représentaient quand même la grosse majorité des anglophones, n'étaient guère plus enclins à aller mourir pour la couronne britannique. Mais il y avait des intellectuels, cependant, francophones, qui souhaitaient que nous allions prêter main forte à la France, dont Oliver Asselin, journaliste, polémiste, esprit aventureux, bon écrivain, très bon écrivain, et tête forte.
et une tête pensante et une tête importante de la mouvance nationaliste qui, lui, rêvait de voir se créer un bataillon d'élite. Alors ça aussi, c'est... On gagne des guerres avec des bataillons d'élite. On gagne pas des guerres avec des gens qui n'ont pas envie d'y être. On gagne des batailles avec des gens qui ont vraiment envie de se livrer à de la castagne. Excusez-moi, il y a une petite interférence là, sur mon écran. Alors donc aussi, dans cette guerre qui a duré 4 ans, le point tournant, c'est 1917, où finalement, les appels aux engagés volontaires ne donnant pas de fruits, il y a eu la conscription en 1917. Et là, des émeutes éclatent dans Montréal et le journal La Gazette est même l'objet de vandalisme. 400 000 hommes sont appelés 400 000 hommes à travers le Canada sont appelés à aller sur le champ de bataille. Et 94% des Canadiens anglais demandent une exemption. Et c'est 98% du côté des Québécois. Et la majorité des exemptions sont acceptées. Résultat des courses, au Québec, il y a 28 000 hommes qui décident de fuir la guerre et qui prennent non pas le maquis, mais qui prennent le bois. Alors, 18 000 hommes, en fait, il y a eu qui prennent, en fait, et il y a 18 000 hommes qui se retrouvent, en fait, engagés sur des divers fronts de bataille. En 1918, un événement très important, la foule à Québec détruit les bureaux de l'enregistrement pour le service militaire et des conscrits provenant de Toronto donnent l'assaut et mitraillent les émeutiers. 4 morts et des dizaines de blessés. Et cette première promesse pas tenue, parce qu'il y en aura une deuxième lors de la Deuxième Guerre mondiale, que le gouvernement central avait promis que les Canadiens français n'iraient pas mourir pour le Dominion ou argument un peu racoleur pour la mère patrie, comme vous l'avez entendu, avec guère plus de succès, va laisser des traces profondes dans l'imaginaire des deux peuples. Les Canadiens anglais, comme vous l'avez entendu, n'étaient pas si valeureux, n'étaient pas si enclins à aller mourir également, mais c'est toujours bon de projeter sa propre part d'ombre sur les autres et de se juger, de se juger mieux. Alors, il y aura, pour conclure là-dessus, il y aura 48 000 hommes qui iront outre-mer et dont 24 000 qui iront au front avant la guerre qui va se terminer en 1918, comme vous le savez. Alors, je vais vous lire 2 passages maintenant tirés de cet ouvrage que je ne possède plus car je l'ai vendu, mais j'en conserverai une trace numérique. Nous sommes le 5 novembre 1917. La voix brutale d'un sous-officier m'éveille. Debout tout le monde, voici l'heure du départ. La nuit est encore profonde et j'ai l'impression de n'avoir dormi qu'une demi-heure à peine. Dans l'ombre, je cherche mon sac, mon fusil, mon masque à gaz, puis je quitte l'abri. Au dehors, quelques rares étoiles scintillent et un frisson me saisit. Mes paupières trop lourdes se ferment malgré moi. Une énorme lassitude s'empare de mon être. Je voudrais dormir. Oh, dormir longtemps afin de reposer mes pauvres membres qui crient la souffrance. Des chevaux apparaissent dans l'ombre, chargés de lourds sacs de rations. À leur suite, nous nous mettons en marche. Nous traversons le canal, puis bientôt, nous cheminons sur une large route en direction du front. Je n'ai pas fait 3 kilomètres qu'il me semble impossible de continuer la marche. Les chevaux avancent d'un pas rapide, et nous devons les suivre si nous ne voulons pas perdre, comme hier, notre route. De temps à autre,
J'enfonce dans un trou rempli de boue où je bute sur une pierre. Mes jambes flageolent et je suis sur le point de tomber. Une bande de cuir pend de l'attelage d'un cheval. Je m'y accroche et me laisse traîner presque de tout le poids de mon corps. Tout à coup, le ciel s'illumine d'éclairs rapides en avant de nous, puis sur la droite et la gauche de notre front. Nos positions semblent former un large saillant en fer à cheval au centre duquel nous avançons. Notre artillerie vient d'ouvrir toute grande ses larges bouches d'airain qui crachent des torrents de mitraille. Vers les lignes ennemies, des signaux viennent de s'élever. Puis, l'artillerie allemande ne tarde pas à riposter. Quelques obus viennent s'abattre sur le bord de la route et je me blottis le long du cheval pour me protéger des éclats. Nos batteries sont échelonnées le long de la route et j'entends la voix des artilleurs qui dominent le grondement de la tempête, puis le bruit sec et rapide de nos canons qui crachent des langues de feu. Avec le jour qui grandit, le bombardement diminue d'intensité. Nous traversons les ruines de Zonnebeke. Quelques pans de murs calcinés tiennent encore debout. Des débris de tout genre traînent dans la boue. Puis, près d'un canon démoli, 2 artilleurs gisent, rigides, dans une flaque vaseuse au milieu des cartouches vides d'obus. À la sortie du village, nous avons une halte. Les chevaux ne vont pas plus loin. Le spectacle ici est encore plus tragique. Dans une tranchée inondée des cadavres allemands, le ventre démesurément gonflé flotte dans une eau bourbeuse. Ça et là, des morts ensevelis dans la boue laissent émerger un bras ou une jambe. Des figures macabres apparaissent, noircies par un long séjour sur le sol. Je veux détourner le regard d'un pareil spectacle, mais partout où ma vue se porte, elle ne rencontre que des cadavres informes enroulés dans un linceul de boue. Le sous-officier en charge de notre petite troupe vient d'envoyer 2 hommes à la recherche des QG avancés de la 5e brigade, notre guide étant complètement désorienté. Tout à coup, un sifflement terrible se fait entendre, et l'explosion d'un obus tout près fait jaillir la terre et la boue jusque sur nous. D'autres explosions se font entendre et nous forcent à nous blottir contre un énorme bloc de béton qui se trouve heureusement tout près. Nous attendons ainsi près d'1 heure sous des rafales intermittentes. Puis les 2 hommes envoyés par le sous-officier reviennent. Ils ont trouvé la position des QG. Avant de nous mettre en marche, il nous faut, outre notre lourd équipement, nous munir de 2 sacs de rations et de 2 bidons remplis d'eau. J'ajuste sur les sacs mes épaules, puis un bidon dans chaque main, je me mets en marche avec mes compagnons. Soudain, un ronflement sinistre se fait entendre. Je n'ai que le temps de me jeter sur le sol avec ma lourde charge. Un obus s'écrase dans la boue à 2 pieds de moi. Je vis des secondes d'anxiété horrible dans l'attente de l'explosion qui doit se produire. Je sens que cette fois, c'est fini. Fini. Mais l'explosion ne se produit pas. Et d'un bond, je m'éloigne du lieu horrible. Je ne vois plus rien. J'ai les yeux pleins de boue, je trébuche. Puis, comme je suis sur le point de tomber, un camarade s'élance vers moi et me soutient. « Tu es blessé, dit-il. » Non, je ne crois pas. L'obus n'a pas éclaté, seulement je ne vois plus clair. C'est la boue. Tu peux te compter heureux, et c'est un vrai miracle si tu es encore vivant. Quand l'obus a touché le sol et que tu as disparu à travers les jets de pierre, j'ai fermé les yeux pour ne pas voir l'horrible bouillie. Maintenant c'est fini, puisque te voilà intact. Nous sommes forcés de hâter le pas pour rejoindre le reste de la troupe. Nous ne tardons pas à atteindre de larges boîtes bétonnées
où sont installés les QG de notre brigade. Anéanti par les longues fatigues, je me laisse choir dans un coin et je m'endors aussitôt. Quand je m'éveille, le jour est levé. Les rations ont été partagées et le caporal a conservé les siennes. Je m'empresse de les lui réclamer, puis je ne tarde pas à leur faire honneur. Mon repas terminé, je sors prendre un peu d'air et explorer les alentours. Comme je franchis le seuil de l'abri, une odeur de charnier me soulève le cœur. Un camarade m'explique que plusieurs cadavres allemands gisent sous les énormes blocs de béton qui se trouvent à 2 pas de moi. Le poste que nous occupons était autrefois relié à une maison en briques que l'ennemi avait renforcée d'une épaisse couche de béton. Lors de l'offensive anglaise il y a un mois, les puissants tirs de barrage ont fait écrouler les murs de la maison, ensevelissant sous les décombres un bon nombre d'Allemands. En avant de nous, près de 2 kilomètres, s'allonge la crête de Passchendaele. À ses pieds s'étend une plaine basse, creusée d'innombrables trous d'obus dans lesquels repose une eau stagnante. Partout règne une grande désolation. Pas une maison n'est visible jusqu'à l'horizon, seulement qu'une plaine nue et infiniment meurtrie, où l'on dirait qu'un terrible cataclysme a passé. On pourrait croire que jamais la vie ne renaîtra au sein de ces champs de mort. Front de Mercat, dans la soirée du 8 juin 1918. Maintenant, au dehors, c'est un vacarme d'enfer. Les soldats, surpris par la soudaineté du bombardement, ont afflué vers l'entrée de l'abri. Le lieutenant Briand, devenu temporairement notre commandant de compagnie, leur ordonne de retourner à leur poste. J'entends tout à coup l'appel de ma compagnie à l'appareil. Ce sont les QG du bataillon qui désirent savoir ce qui se passe en première ligne. J'appelle aussitôt la compagnie D pour avoir des renseignements, mais en vain. Mes appels à la compagnie D demeurent aussi sans réponse, ainsi que ceux de la compagnie A, de support sur notre droite. Je tente aussi vainement de me remettre en communication. Attendez. C'est quand même tout un récit, hein? Vous imaginez? De remettre en communication avec les QG du bataillon. Tous nos fils sont rompus. Nous sommes isolés. Le bombardement fait rage. De terribles explosions ébranlent notre abri. Notre bougie vient de s'éteindre sous la violence du choc. Dans l'ombre, la voix du commandant Briand vient de se faire entendre près de moi. Tenez-vous toujours les communications avec la ligne de feu. Toutes nos communications sont rompues, dis-je au lieutenant. Cependant, attendez un instant, il existe une ligne de sûreté que je vais tenter d'ajuster à mon appareil D3. Maintenant, c'est fait. Des signaux très faibles, mais assez perceptibles pour être compris, sont enregistrés. L'ennemi attaque nos premières lignes. Et presque aussitôt, on demande du secours. L'ennemi a envahi notre tranchée. Un détachement de mitrailleurs et grenadiers est aussitôt formé. Notre commandant veut le conduire aux premières lignes. Mais le lieutenant B. Langelier, après l'avoir convaincu que son devoir lui ordonne de rester à la tête de sa compagnie, s'élance au secours des nôtres. Notre situation devient critique. Et le commandant exige des communications avec le QG des bataillons. Je réalise à ce moment les lourdes responsabilités qui pèsent sur moi.
Je suis en charge de cette station de transmission et mon devoir est de transmettre tous les messages des 4 compagnies au QG du bataillon. Les communications par télégraphe sont devenues impossibles. Il ne me reste plus que les signaux optiques. Je réponds au commandement que si c'est humainement possible, ces messages seront transmis. Je me fais remplacer à l'appareil, puis muni d'une lampe à signaux, je m'élance vers la sortie, accompagné d'un signaleur que je poste à l'entrée de l'abri. Comme je franchis les dernières marches, 2 terribles explosions retentissent simultanément au-dessus de moi avec un bruit épouvantable. Je m'arrête un instant pour faire à Dieu le sacrifice de ma vie. J'ai une dernière pensée pour tous les miens, car j'ai la certitude que cette fois c'est fini. En 2 bonds, j'escalade le parapet. Me voici en plein sous la mitraille, sans aucune protection. J'ai localisé l'endroit où je dois fixer ma lampe. Maintenant c'est fait. À 5 pas de moi, le signaleur à l'entrée de l'abri me signale verbalement les messages que le commandant veut faire transmettre. Sa voix est fréquemment coupée par les explosions et tous les bruits de la bataille. Une longue traînée de lumière rouge produite par mes signaux court vers l'arrière et l'ennemi doit la repérer car à tout instant, le bombardement semble augmenter d'intensité. C'est un vrai déluge d'obus qui s'abat autour de moi. Une âcre odeur de poudre me saisit à la gorge et j'ai peine à respirer. Tout à coup, un roulement épouvantable se fait entendre et une secousse terrible me projette au fond de la tranchée, au milieu des débris et des blocs du parapet effondré. J'ouvre les yeux. Un épais nuage de poussière et de fumée m'enveloppe. Le signaleur potier m'aide à me relever. Je suis encore tout étourdi par le choc terrible. Heureusement, je ne suis pas blessé. Il me paraît presque au-dessus de mes forces d'escalader de nouveau le parapet, mais je songe que si je transmettais justement un message des plus importants, et que s'il n'est pas transmis tout au long, le sort de plusieurs de mes camarades en dépendra peut-être. Alors, je compléterai ma tâche. Je demande à Dieu la grâce de faire mon devoir jusqu'au bout, puis je m'élance de nouveau au-dessus de la tranchée. Aplati au sol, je continue à lancer mon message. Les obus grondent autour de moi. Le ciel est zigzagué de lueurs fantastiques. C'est quelque chose de terrifiant. Le vacarme est tel que pour de longs moments, je ne puis entendre la voix du signaleur qui me transmet les messages. Je me sens le cœur déliré de joie quand le signaleur potier me répète « Ennemi repoussé ». Une tempête d'obus balaye encore le parapet en même temps qu'une bouffée d'air chaud me fouette le visage, mais ma tâche est terminée. Couvert de poussière, ma tunique déchirée, je descends à l'abri, je sens une brûlure au bras, je déchire mon vêtement. Une éraflure apparaît avec un peu de sang, mais rien de grave. Le lieutenant brillant m'appelle auprès de lui et me verse un gobelet de rhum. Je l'avale sans me faire prier, car je sens que j'en ai un grand besoin. L'effort que j'ai donné m'a fortement ébranlé les nerfs. Le lieutenant me félicite de ma conduite. Il me semble que je n'ai fait que simplement mon devoir et que si j'avais agi autrement, j'eusse été un lâche. Et plus tard, je ne vais pas vous lire la suite, mais plus tard, le signaleur potier sera déchiqueté par un obus provenant des lignes ennemies. On lit ça, on lit ce récit, ce souvenir et impression de ma vie de soldat. Quand on étudie, je vais conclure là-dessus,
quand on étudie la longue et douloureuse histoire de l'espèce humaine, rares, très rares ont été les moments de paix. Et, et la paix, c'est extrêmement fragile. Et quels sont les mécanismes qui font que tout à coup, une folie s'empare de nous? Euh, la situation, vous le savez, est extrêmement tendue entre l'Ukraine et la Russie. Et bon, j'ai dit il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, que je croyais que les Russes pouvaient rester là sans attaquer. Et, euh, et les Américains qui ne cessent de dire que l'attaque est imminente, l'attaque est imminente, l'attaque est imminente, ne cessent de crier au loup, eh bien, ça pourrait être une tactique pour pas que les Russes passent à l'attaque. Mais il y a des éléments incontrôlables de part et d'autre, et la perte d'influence américaine pourrait être peut-être la plus grande menace qui pèse sur le monde. On n'a jamais vu de puissance politique et militaire consentir à céder sa place à une autre puissance. Et quand cela survient, c'est toujours au terme d'une guerre sanglante, d'une guerre monstrueuse. On entend souvent dire ouais, les Chinois vont devenir les maîtres, mais si Hitler avait eu possession de l'arme nucléaire, imaginez-vous qu'il ne l'aurait pas utilisée? Vous connaissez la réponse, il l'aurait utilisée. Et eh ben, il n'a pas eu le temps de s'en doter une. Mais je demeure relativement optimiste en pensant que les Russes, même en ne bougeant pas, sèment un chaos, sèment le désarroi, font. C'est une guerre immobile, en fait. Hein? Mon impression, c'est que c'est une guerre immobile et que la guerre immobile peut causer de très, très, très. En fait, le passif agressif. Hein? Si vous voulez l'image là, du passif agressif, c'est ça. Le passif agressif, il va vous rendre fou, il va vous provoquer, jusqu'à temps que vous pétiez un câble. Et quand vous aurez pété le câble, eh ben là, il pourra dire que vous avez commencé la guerre. Et le jeu de Poutine ressemble drôlement à la stratégie du pervers qui use de ce genre de méthode-là, hein, du passif agressif. Ça ressemble à ça, en tout cas. Ça ressemble à ça. Vu d'ici. Vu d'ici, vu d'ici. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Alors, ouf. Quelle histoire, hein, aujourd'hui? Quelle histoire, quelle histoire. Eh bien, voilà. Maintenant, je vais me départir de ce livre. J'ai commis une petite vidéo. Maintenant, ce livre va s'envoler vers son nouveau propriétaire. Et c'est Yannick, d'ailleurs, qui me faisait remarquer, dans un message qu'il m'a envoyé, que Arthur Joseph Lapointe était le père de Jean Lapointe, ce dont j'ignorais. Mais après ça, avec les recherches, c'est lui qui m'a mis sur la piste. Et en fait, c'est lui qui m'a donné le goût de faire une vidéo là-dessus. Alors peut-être que je vais lui envoyer la vidéo comme ça en messagerie. Mais près de 40 minutes. Ah, quel intarissable bavard je fais. Hein? J'étais absent pendant des mois et tout à coup, je suis là. Mais je regrette beaucoup d'avoir été si absent. Mais c'est que j'ai travaillé très, très fort aussi. Il faut quand même le dire. En juin, là, j'ai déplacé environ 400 cartons de livres euh, que j'ai triés, que j'ai descendu à la cave, une cave aux marches étroites. Vous avez pu voir quelques vidéos. Aux marches étroites, au plafond bas. Et j'ai 400 cartons de boîtes qu'on descend une après l'autre. On en fait une, on en fait deux, on en fait trois. Le lendemain, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Alors c'est sûr, le soir, j'étais littéralement vanné
Et les petites vidéos demandent quand même un peu de préparation. Et je n'avais plus d'énergie après les vacances sont arrivées. Et là, ben, j'ai quitté la scène. Alors, mais voilà, mais cette fois-ci, je vais essayer de faire les choses autrement. Parce que vous êtes trop gentil avec moi. Vous êtes trop gentil avec moi. Allez, je vous remercie. Allez, je vous remonte le livre, tenez. Souvenirs et impressions de ma vie de soldat. Arthur Joseph Lapointe. Bonne soirée.